Bonsoir à tous et merci d'être présents au grand rendez-vous de BB24. Un plaisir de vous retrouver à la deuxième heure du soir pour environ 90 minutes d'infotainment développement. On le fera ce soir en 4 plateaux suivis du journal qui viendra à 19h45 exactement. Bienvenue à tous. La météo d'abord. Vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous de BB24. La CAN 2019 continue en Égypte et sur le grand rendez-vous également. Précisément ce soir, nous allons parler sur nature et bien-être de l'alimentation du footballeur et aussi des cas de dopage. Autant savoir nous définit la formation professionnelle comme étant une solution au chômage. Et donc, restez avec nous, chers téléspectateurs, pour savoir comment choisir la formation professionnelle qui vous convient, bien évidemment. On parlera packaging ou emballage. Cet outil qui dépasse désormais son rôle protecteur, son rôle de conservateur du produit. C'est désormais un outil de communication. Une question à présent, chers téléspectateurs. Mais comment communiquer à travers le packaging dans le contexte béninois, parlant bien sûr des produits locaux. Sujet à développer tout à l'heure par l'expert de ce grand rendez-vous. Un numéro du grand rendez-vous qui vous amènera dans l'univers de la mode, version journaliste. Alors, quel est le code vestimentaire lié au métier du journaliste? Réponse tout à l'heure sur beauté au pluriel d'une conseillère en images. Le grand rendez-vous vous offre également le journal qui sera présenté ce soir par Estelle Espérance Aurore Pazou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Assioum Simplice Gaba. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure à 19h45. Vous aurez quel sujet à développer, Estelle? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après avoir réussi la phase des épreuves écrites, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2019 composent les épreuves orales et sportives. Le constat dans ce journal. La météo et le climat sont relatifs au temps, mais ils sont importants dans la production agricole. Un agrométéorologue nous dira pourquoi. Et puis, il existe des familles monoparentales au Bénin. Dans la plupart des cas, c'est la femme qui se retrouve à la charge de sa progéniture. Une situation pénible pour elle et ses enfants. Nous y reviendrons à 19h45. D'accord, on vous retrouve donc dans moins de 40 minutes exactement pour le développement de ces sujets annoncés. Merci déjà à vous, Estelle, à tout à l'heure. Merci Assioum et à tout à l'heure. Dans un instant donc, le grand rendez-vous va continuer avec vous, chers téléspectateurs, et tout de suite les plateaux. On commence par Autant savoir.
Formation professionnelle, voilà donc le principal sujet de Autant Savoir ce soir sur le grand rendez-vous. La formation professionnelle est définie comme une solution au chômage, mais comment choisir alors une formation qui vous convient en réalité? C'est là la principale question à laquelle nous allons répondre juste derrière ce reportage de Federbe Agbado qui nous parle de la formation de courte durée. Ces jeunes préparent leur avenir. Détenteurs du BEPC, du bac ou de diplôme universitaire, ils font l'option de se faire former dans une filière professionnelle. J'ai ma licence, mais ça m'a servi à quoi? Pour le moment, rien. Mais j'espère toujours. Ceci, par exemple, je finis automatiquement, je peux ouvrir mon centre, comme je le disais, mon centre de travail, mon atelier, comme on le dit également. Après le suivi d'une formation professionnelle d'1 à 9 mois, ceci en fonction de la filière, ils vont être mieux outillés à s'adapter aux réalités du marché de l'emploi. Les étudiants qui sont en formation sont en même temps sollicités pour les cas de pratique quand la maison a des commandes de sérigraphie. Donc la formation est plus pratique que théorique. En 6 mois, l'apprenant peut avoir des acquis, des aptitudes à revendre sur le marché. L'apprenant peut revenir maintenant en aide à ses parents et à ses jeunes frères. Comme Grégoire Dansou, de nombreux jeunes ont réussi à se faire employer ou à entreprendre une activité professionnelle grâce aux formations de courte durée. L'anti-chômage aujourd'hui, c'est des formations de courte durée. Pas forcément ce qu'on a fait à l'université. Parallèlement à l'université, quand j'ai vu mon expérience par rapport à ce que j'ai fait, j'ai dit à ma femme, quand elle faisait la géographie, j'ai dit elle doit faire la coiffure. Les formations professionnelles de courte durée se révèlent donc être l'une des solutions les plus efficaces pour résorber le chômage au Bénin. Merci beaucoup à vous, Federbe Agbado, pour la réalisation de ce reportage en plateau. Je reçois pour vous le directeur du département de l'emploi salarié, de l'orientation et de la prospection au niveau de l'ANPE. Bonsoir, monsieur Simplice Togbé. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, de parler vraiment de la formation professionnelle qui est définie désormais comme une solution au chômage. Alors, quel est votre avis là-dessus? Pourquoi cette définition-là aujourd'hui? Merci pour cette question. Tout de suite, je vous dis que c'est une évidence, parce que c'est la formation professionnelle qui débouche dans 99% des cas sur l'emploi. Sans formation professionnelle, c'est parfois très difficile d'accéder à un emploi pour soi-même ou pour le compte d'autrui. Donc, sans formation professionnelle, la bataille n'est pas encore gagnée. Alors, quand on parle de formation professionnelle, est-ce que ce sont des formations diplômantes ou des formations de courte durée, comme on en a parlé dans le reportage tout à l'heure? Les deux sens. Okay. Vous faites une formation professionnelle qui vous confère une compétence donnée sur longue durée et c'est assorti d'un diplôme. Une formation de courte durée, 3 mois, 4 mois, au maximum 12 mois, et vous avez une attestation. L'essentiel, c'est une formation qui vous confère des compétences en termes de savoir, en termes de savoir-faire, et en termes de savoir-être. Donc, ça veut dire qu'une formation professionnelle, ce n'est pas qu'à l'école et ce ne sont pas aussi que réservé aux ateliers d'apprentissage. Du tout pas, du tout pas. Aujourd'hui, il faut qu'on se réfère au concept emploi. D'accord. L'emploi, c'est quoi? L'emploi, c'est toute occupation qui est légale et rémunérée, mais qu'on peut exercer pour son propre compte ou le compte d'autrui. Alors, à travers cette définition, vous comprenez que si vous voulez travailler, si vous voulez être en situation d'emploi, c'est parce que vous avez une compétence donnée, compétence à faire valoir sur le marché. Alors, ça a un lien avec la formation professionnelle. Une formation d'ordre généraliste, ce n'est pas évident. Ça veut dire que même si vous avez une formation généraliste, vous devez la compléter par une formation de courte durée qui vous confère alors ces compétences en termes de savoir-faire. De savoir-faire. Voilà. Donc, il faut peut-être une formation de longue durée, qu'elle soit aussi une formation de courte durée. Elle peut être professionnelle. Alors, la différence entre la formation professionnelle et les autres types de formation, je vais parler de la formation genre généraliste ou pour les recherches et tout le reste, mais quelle est la différence en fait? En fait,
Tout est question d'objectifs professionnels. D'accord. Lorsque vous êtes un jeune, un être humain, on a un projet professionnel. C'est vous qui savez là où vous allez. C'est vous qui savez vos motivations et vos passions. Et c'est par rapport à ça que vous choisissez. Vous pouvez choisir une formation orientée sur la recherche. Mais ça veut dire que vous êtes passionné par la recherche. Et dans cette recherche, il y a forcément quelque chose de professionnel. D'accord. Forcément. Parce que c'est le professionnel qui débouche sur la compétence. Et sans compétence, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on peut dire alors que tous les diplômes débouchent sur l'emploi, forcément, ou que les diplômes, on peut donc qualifier toutes les formations de formations professionnelles? Oui et non. Ce que je dis, c'est quoi? Une formation vous confère le savoir. Mais le savoir à lui seul n'est pas pour autant exigé sur le marché. Il faut le savoir-faire. Or, toutes les formations ne vous confèrent pas forcément le savoir-faire. C'est de ça que je parle. Donc, au-delà de la formation d'ordre généraliste, il faut la compléter par une formation qui vous donne ce savoir-faire indispensable sur le marché. Figurez-vous, sur le marché, l'employeur, même s'il a besoin de votre savoir, il a bien plus besoin du savoir-faire. Savoir-faire qu'on n'a pas forcément dans une formation d'ordre général, mais plutôt dans une formation professionnelle. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, sans formation professionnelle adéquate, c'est difficile de travailler pour soi-même ou pour le compte d'autrui. Voilà. C'est vrai, on parle de formation professionnelle dans les écoles, dans les lycées, dans les universités aussi, formation professionnelle, mais pourtant, il y en a parmi ces jeunes-là qui ont ces diplômes-là professionnels. On parle de, peut-être, ils ont un BTS, ils ont une licence professionnelle, ils ont un master professionnel, mais n'arrivent toujours pas à trouver du boulot. Ils sont toujours au chômage. C'est ça ce que je vous dis. La recherche d'un emploi, c'est une offre de compétences en termes de savoir, mais pas seulement le savoir. Parce qu'en fait, le diplôme, il est représenté par le savoir. Mais sur le marché, on n'a pas que besoin du savoir. Et ça dit qu'après donc, ces formations-là, ces jeunes-là doivent exercer ce pourquoi ils ont été formés pour être vraiment prêts à gagner des marchés. Inévitablement. Inévitablement. Parce que lorsque vous suivez une formation, l'employeur va vous demander, ok, d'accord, cette formation vous permet de me faire quoi? Il faut être en mesure de lui répondre preuve à l'appui. Parce que vous savez faire à travers cette formation. Donc tout revient aux jeunes. Lorsque tu finis ta formation, qui te confère le savoir. Lorsque tu as fini d'avoir ta licence, par exemple, vous irez inévitablement à la recherche du savoir-faire. Et ça, ce n'est pas le biais des stages, mais des stages conséquents. Pas stage pour stage. Stage par le biais duquel vous allez apprendre à travailler dans votre métier. Les jeunes aujourd'hui ont une orientation métier. Lorsque vous suivez une formation, vous devez être en mesure de dire « cette formation me permet d'exercer tel métier et tel métier ». Et vous vous posez une question. Pour ces métiers, est-ce que j'ai les compétences pour ça? En termes de savoir, en termes de savoir-faire, et surtout aussi aujourd'hui en termes de savoir-être. Autant de choses qu'il faut rechercher après la formation. Après la formation. Alors, vous êtes au niveau de l'ANPE. Dites-nous, est-ce qu'il y a vraiment ces genres de modules-là qui permettent vraiment aux jeunes, une fois sortis de ces écoles-là, nantis de diplôme, d'avoir maintenant des compétences à faire valoir, c'est-à-dire du savoir-faire et du savoir-être? Lorsque vous êtes un jeune et vous frappez à la porte de la NPE, les conseillers en emploi vous écoutent. Alors, on a une typologie des chercheurs d'emploi. Il y a des chercheurs d'emploi autonomes. Il a une formation, il sait là où il va, il sait ce qu'il veut. L'accompagnement est très simple. Mais il y a d'autres catégories de chercheurs d'emploi. Les chercheurs d'emploi non autonomes, qui ont une formation ou non, mais ne savent pas à quoi sert cette formation. C'est eux qui vous disent, je suis prêt à faire n'importe quoi. Mais vous pouvez faire quoi? On ne fait pas n'importe quoi. Alors à ceux-là, la NPE a un département qui les prend en charge, le département du perfectionnement et de la reconversion, à travers lequel on leur offre des formations de courte durée, 2 semaines, 1 mois, au maximum 3 mois, pour les rendre employables. Employables, soit pour eux-mêmes, là c'est l'auto-emploi, ou employables pour le compte d'autrui, là c'est l'emploi salarié. L'essentiel, c'est de faire en sorte qu'ils aient un talent, qu'ils aient une compétence à faire valoir. À faire valoir. Et donc, on peut qualifier
cette formation que l'ANPE leur permet donc d'accéder de formation professionnelle. Bien sûr, mais c'est de courte durée. De courte durée. Et il y a un département qui s'en charge. Qui s'en charge. Oui. Alors, est-ce que ces jeunes-là sont obligés de payer pour ce type de formation aujourd'hui? L'ANPE est une structure étatique et nos prestations sont entièrement gratuites. OK. Et donc, il suffit juste donc de s'inscrire. Dites-moi, est-ce que ça réussit vraiment? Est-ce que ça prend? Ces jeunes-là qui finissent cette formation professionnelle aujourd'hui, quel est le degré d'insertion sur le marché de l'emploi? C'est pour ça que je vous dis, nous, on ne fait pas ces formations, on ne donne pas ces appuis n'importe comment. D'accord. Nous partons d'un outil. Le jeune en question a-t-il un projet professionnel? A-t-il un objectif? Quelles sont ses motivations? Il faut régler d'abord ce problème. Et quand ce problème est réglé, on sait facilement comment l'accompagner. Parce qu'il y a une chose, on ne choisit pas une formation professionnelle pour la forme. Ça veut dire que vous en avez la motivation. Vous en avez les capacités. Et ça correspond à un besoin sur le marché. Sinon, vous risquez de faire une formation professionnelle pour la forme. Ce n'est pas parce que l'autre a fait une formation professionnelle et il a réussi que toi-même, tu iras faire. Il faut une question de motivation. De motivation. Ouais. Alors, il y en a qui continuent toujours de dire il y a le chômage à Zodéa, au Bénin, il n'y a pas de boulot. Qu'en pensez-vous? Moi, je peux vous dire qu'avant de venir ici, et ça je vous informe, nous, à travers ce que nous faisons, parce que je m'occupe de l'emploi salarié, les employeurs nous font recours quand ils veulent recruter. Actuellement, je suis à la recherche de 5 plombiers, mais professionnels. Plombiers. Donc, ayant au moins le CAP. Parce que l'employeur ne veut pas un plombier formé sur le tas. Mais je vous assure, je cherche, je n'en trouve pas encore. Je cherche 4 menuisiers professionnels ayant le CAP. Oui. Je n'en trouve pas. Je cherche 2 électriciens professionnels. Je n'en trouve pas. Mon cher ami, lorsque vous dites que l'emploi n'existe pas, posez-vous vous-même des questions. Qu'est-ce que vous avez appris? Ce que vous avez appris, ça débouche sur quoi? Est-ce que ça correspond à un besoin sur le marché? Est-ce que vous en avez la motivation? Voilà. Si toutes ces questions sont réunies, le chômage, c'est 0. Merci beaucoup d'avoir partagé déjà ces questions-là avec nos téléspectateurs ce soir. J'espère que chacun essaiera en tout cas de se les poser et d'y trouver des réponses. Si vous n'avez pas de réponses, allez voir M. Simplice Togbe. Je pense que vous aurez des réponses pour cela. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau. Le grand rendez-vous, la suite, ce sera avec un graphiste designer. Avec lui, nous allons parler du packaging, qui est désormais un outil de communication. Ah oui, hein, très très important, c'est l'espère. Alors, nous sommes avec l'expert de ce grand rendez-vous. Avec lui, il sera question, bien évidemment, du packaging qui dépasse vraiment ses fonctions protecteurs, conservateurs du produit, mais qui aujourd'hui est défini comme un outil de communication. Mais comment est-ce qu'on l'utilise au Bénin, le packaging, pour communiquer? Ah oui, la question nous intéresse et nous avons invité Ulrich Azongbe, il est graphiste designer, pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous parler vraiment des packaging. Aujourd'hui, quand on définit le packaging, c'est quoi en réalité, si vous pouvez être terre à terre avec nos téléspectateurs? Ok, aujourd'hui on peut définir le packaging comme l'enveloppe d'un produit. Donc cet élément-là dans lequel nous mettons les produits avant de les exporter dans les magasins pour qu'ils soient livrés sur le grand marché. Sur le grand marché. Donc nous avons des cartons par exemple, nous avons des bouteilles, des emballages plastiques et aujourd'hui même des emballages en papier simple. Ah oui, des emballages en papier simple, ouais. En carton. Il y a les bouteilles aussi. Il y a des bouteilles aussi, des plastiques. Ouais. Mais comment on arrive donc à utiliser ces produits-là comme des outils de communication aujourd'hui pour communiquer? Bon, au départ, lorsqu'on parle de packaging, c'est cette enveloppe-là pour juste protéger le produit à la base, donc ne pas exposer le produit, parfois la température, parfois le climat ou autre chose. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que ça devient un élément de communication, un élément de taille en matière de communication et c'est un des éléments qui fait que les produits locaux
Aujourd'hui, on parle beaucoup du Made in Benin, de la consommation locale, mais lorsqu'on se promène un peu dans les rayons, ce qui nous attire le plus, c'est des produits étrangers, parce que ces enveloppes sont tellement travaillées pour attirer. C'est parfois inconscient, mais c'est un effet psychologique. Pour attirer l'œil du client qui va. Donc, au-delà de ça, les images exploitées sur déjà ces emballages nous attirent. Et parfois, inconsciemment, on achète un produit avant de vérifier est-ce que c'est un bon produit, est-ce que c'est vraiment le produit dont on a besoin. Donc, aujourd'hui, c'est pas seulement un élément pour concevoir, c'est pas seulement un élément pour conserver, pardon. C'est pas aussi non plus un élément seulement pour garder un produit hors de l'air, mais c'est au-delà de ça un élément de communication pour attirer le client, pour aussi séduire les clients. Pour séduire le client et aussi l'informer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, informer de l'emballage aussi. Informer le client, oui. Et sur l'utilisation aussi du produit. Oui, mais on constate aussi que... Combien de fois avant d'acheter un produit, on essaie de voir est-ce qu'il y a le mot d'usage sur l'emballage ou à l'intérieur. Ou à l'intérieur. En fait, aujourd'hui, ces fonctions, c'est des fonctions secondaires aujourd'hui. C'est vrai qu'à la base, ça doit aussi informer sur ça, mais plein de produits aujourd'hui sont sur le marché et vous l'achetez, mais vous remarquez après qu'il n'y a pas de mot d'utilisation dessus. Ok. Parce qu'on a juste été séduit par l'emballage du produit. En fait, c'est l'emballage. L'emballage joue quel rôle déjà quand le produit se trouve dans le rayon? Dans le rayon, la fonction primaire de l'emballage, normalement, c'est pour conserver. Mais aujourd'hui, l'emballage n'est pas seulement pour conserver, mais le rôle primaire assigné à l'emballage aujourd'hui, c'est pour séduire les clients et attirer un client à acheter. Alors aujourd'hui, dans notre contexte, le contexte béninois, comment est-ce qu'on peut utiliser le packaging pour communiquer quand on sait qu'on a au moins 60 à 80% de personnes qui n'arrivent pas à lire? Il faut jouer sur quoi? Quel aspect? Ben déjà, je sais que pour certains produits, même dans les boutiques de rue, la maman pour commander peut-être une boîte de tomates dit une boîte de tomates sur laquelle tu vois cette image. Déjà, c'est une variable importante. Même pour quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne comprend pas. Parfois, on achète plein de produits sur le marché dans les rayons qui n'ont pas des inscriptions françaises. Exactement, c'est une des variables de communication. Donc, en fait, déjà, l'image sur le produit peut permettre de vendre et d'identifier facilement le produit. Donc, on n'a plus aujourd'hui besoin seulement de langue, de comprendre ce qui est écrit, mais on peut déjà exploiter juste des images, juste des icônes, juste des illustrations pour mettre le client dans un état d'esprit et orienter le client face à certains produits précis. Donc vous conseillez alors aux producteurs béninois de beaucoup plus utiliser les images que les écrits pour attirer la clientèle. Oui, bon, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Bon, oui. Parce que plus d'images que d'écrits. Oui, plus d'images que d'écrits. Plus d'images et plus de couleurs que d'écrits. Oui, parce que les couleurs ont leur place, les images ont leur place, les écrits aussi, mais bon, comme nous sommes dans un environnement où peu de personnes savent lire et écrire correctement, donc jouer beaucoup plus sur l'image et sur les illustrations, la couleur, c'est trois éléments très importants. Alors, mais qui aide à faire ça? Qui aide à donner ce rôle au packaging aujourd'hui? Ok, dans notre environnement aujourd'hui, les personnes qui conçoivent, travaillent beaucoup plus sur les emballages de produits, c'est les graphiques designers. C'est vrai qu'il y a... des gens comme vous. Oui, exactement. Exactement, c'est pourquoi je suis sur le plateau. C'est les graphiques designers, c'est vrai, il y a la notion de design de package, mais aujourd'hui, ça fait partie des prérogatives d'un graphiste designer. Donc, il pense un emballage et il conçoit la maquette et maintenant aide dans le circuit de mise en valeur, parce qu'une chose est de penser, l'autre est de concevoir la maquette, mais il faut aussi rendre réel cet emballage qui a été pensé. Ok. Et donc, du coup, il faut voir un graphiste, designer pour le faire. Parce que ce qu'on remarque la plupart du temps, je ne sais pas si je suis bien placé pour le dire, mais on remarque que dans les réunions, quand c'est du Made in Benin, ça manque d'attirance, ça manque d'attrait. Oui, ça manque vraiment, vous avez parfaitement raison, ça manque. La photographiste, designer ou au producteur ou au moyen, on n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe. C'est une faute partagée en fait, il y a des graphistes, oui, mais la compétence n'y est pas beaucoup.
C'est vrai, les graphistes designers qui pensent des emballages, il y en a très peu. C'est pourquoi nous travaillons par exemple au niveau de l'école internationale de graphisme à former des graphistes capables de pouvoir concevoir des supports comme ça. Donc une partie c'est déjà au niveau des graphistes et l'autre partie maintenant c'est au niveau des producteurs qui pensent que c'est coûteux sans jamais essayer. Parce qu'ils pensent que c'est coûteux d'avoir des emballages de bonne qualité et qui reflètent vraiment la qualité. Parce que lorsque on voit déjà, on se dit que ça va coûter, alors qu'ils n'ont même pas encore essayé une fois peut-être. Ah, d'accord. Et ça dit que normalement, les emballages ne coûtent pas cher. Ça dépend de ce qu'on met dans la cherté. Ça dépend de ce qu'on met dans la cherté. Sinon, à la base, lorsqu'on travaille, par exemple, je prends... Bon, pour ne pas donner d'exemple, lorsqu'on travaille sur l'emballage d'une boisson, par exemple, oui. L'emballage peut être exploité peut-être sur 10 ans avant d'être changé. Mais le graphiste est payé une seule fois. En fait, le design peut être exploité sur 10 ans. Mais le graphiste qui a pensé, conçu ces designs-là a été payé une seule fois. Une seule fois. Donc, le producteur lui pense que bon, il doit pouvoir récupérer tout ce qu'il a investi sur le graphiste du jour au lendemain, alors que c'est pas ça. C'est un élément qui est pensé, conçu et qui doit rester dans le temps. Donc, la rentabilité de ça, c'est sur tous les produits qui seront vendus. Alors, en matière de design, ça dit qu'il y a des couleurs qui sont liées à des produits donnés. Parce qu'on voit souvent, quand il s'agit de l'eau, par exemple, l'eau au minéral ou pas, c'est souvent le bleu qui domine. Oui. Sur d'autres produits, il y a d'autres couleurs également qui dominent. Est-ce qu'en matière de design, en matière aussi de communication, du packaging, il y a des couleurs qui sont données à des produits? Oui. C'est dans notre jargon, on parle beaucoup plus de la psychologie des couleurs. En fait, chaque couleur parle. Donc, en fonction de quel produit veut être mis sur le marché, en fonction de la cible aussi, pas seulement du produit. Le produit, la cible et l'environnement dans lequel le produit sera mis sur le marché, on doit penser les couleurs adéquates pour mieux vendre ce produit. Ce produit-là. Ouais. Et donc, il ne faut pas forcément trouver peut-être de l'eau dans des bouteilles jaunes non, pas forcément. Pas forcément. Souvent, de l'eau, on utilise la couleur bleue, mais il peut arriver, par exemple, de l'eau citronnée, on peut mettre du vert. Donc, de l'eau à l'arôme de fraise, on peut mettre du rouge. Tout dépend. Tout dépend. Tout se pense en fait. C'est tout un processus concevoir un package. C'est tout un processus. Il faut discuter avec le client, étudier la cible, étudier ceux qui vont consommer le produit aussi. Et en fonction de cette chaîne maintenant, commencer à penser comment le produit sera utilisé, quelles sont les normes de conservation de ce produit et comment on veut attirer ses clients vers ce produit. Il y a tous ces paramètres-là qui est pensé en fait. Donc, même pas on parle de cherté, c'est toute une chaîne. Donc, c'est pas juste le graphiste qui s'assoit et qui pense seulement, mais parfois il est obligé d'aller faire des enquêtes, d'aller au contact des personnes pour mieux étudier de quoi il est question. Voir comment est-ce que ce produit-là se consomme. Exactement. Et comment ça sera accepté aussi. Ça sera accepté également sur le marché. Donc, il y a toutes ces études-là à faire pour pouvoir mettre le produit. On était dans le contexte béninois, on parlait vraiment du contexte béninois tout à l'heure. Vous m'avez parlé d'utiliser beaucoup plus d'images que d'écrits. Il n'y a que ce paramètre-là qui pourra vraiment amener les gens à consommer béninois. Non. Au-delà de ça, il faut aussi penser même l'emballage. Pas seulement ces variables sur l'emballage, mais il faut aussi penser l'emballage. C'est une chose que nous ne pensons pas ou que nous pensons très peu. Parce que dans les rayons, quand vous remarquez, parfois, ça fait mal, mais parfois on remarque des produits made in Benin qui sont conservés dans des emballages d'autres produits étrangers. Imaginez ces produits-là dans des rayons. De loin, on peut penser que c'est ce produit étranger. Alors que c'est un produit béninois qui a été remis en bouteille dans l'emballage d'un autre produit étranger, chose qui n'est pas bon. Donc il faut penser toute la chaîne. Quel emballage adéquat? Pour quelle cible, quelle couleur, quelle image et quelle illustration? Quelle illustration? Alors aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut un emballage vraiment de qualité, d'un standard, je dirais, international, ou qui veut vraiment se mettre au niveau de ces produits-là qui viennent le mettre la concurrence aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'être au Bénin et de pouvoir réaliser cela? C'est possible, il y a des exemples. C'est possible, il y a des exemples, plein. Donc, c'est possible. Que ça ne coûtera pas cher. Non. Même si vous me dites que ça dépend de ce qu'on met dans cherté. Exactement. Oui. Sinon, c'est possible. Plein. Aujourd'hui,
C'est vrai, il y a quelques années, on n'a pas remarqué ça, mais aujourd'hui, on le remarque de plus en plus, de produits béninois avec des packages révolutionnaires, des packages vraiment conçus et très bien pensés. Très bien pensé. Ouais. Je pense que l'espoir est donc permis. C'est permis. C'est permis qu'on puisse vraiment travailler aujourd'hui et permettre aux PO béninois de pouvoir consommer béninois, d'être attirés aussi déjà dans les rayons par des produits béninois. Exactement, c'est possible. Alors, est-ce que l'emballage aussi joue un rôle dans le positionnement des produits dans les rayons? Beaucoup. L'emballage joue un rôle primordial dans le positionnement des produits. C'est pourquoi aujourd'hui dans les rayons, les produits locaux vraiment sont moins cotés. Pour expliquer ça ainsi, ils sont très moins cotés. Dans les rayons, on a du mal à identifier un produit made in Bénin. À part les quelques-uns qui font vraiment l'exploit et qui font vraiment les nécessaires pour se mettre au pas. Sinon, les emballages, d'abord, c'est très mal pensé. Et de deux, les couleurs, pas très bien exploitées, les images, pas très bien exploitées. Et au-delà de ça, c'est vraiment... C'est beaucoup de problèmes. Beaucoup de paramètres qu'il faut donc, sur lesquels il faut donc agir pour permettre aux producteurs béninois, aux produits locaux vraiment d'être bien positionnés aussi. Merci beaucoup à vous. Merci. À très très bientôt, Ulrich Chadongbé. C'était un plaisir. On comprend tout simplement, chers téléspectateurs, quand vous êtes producteur aussi, il faut penser votre emballage, voir le graphic designer, voir tous ces professionnels-là qui pourront vraiment travailler sur votre emballage parce qu'on veut quand même que le Made in Bénin attire aussi. Oui, c'est pas donné seulement aux autres. Nous aussi, on peut. Yes Weekend, n'est-ce pas? On continue avec vous, chers téléspectateurs. On va voir Yasmine Damanta et son invité. On va parler sport, on parle du footballeur, précisément de sa santé. On parle alimentation et dopage. Bienvenue sur Nature et Bien-être ce soir. Je disais, la CAN continue en Égypte et également sur BB24 et sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons de la santé du footballeur liée à son alimentation. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est passé de l'alimentation au dopage? Ah oui, c'est une question vraiment comme ça, quoi, en griffe. On parlera de ça dans un instant avec le docteur, le médecin sportif, tout à l'heure dans un instant, juste derrière ce reportage. Regardez. À plus de 6000 km du Bénin, Adriana et Abir n'ont pas perdu les habitudes gastronomiques du pays. Dans leur maison à Ismaïlia en Égypte, elles cuisinent des plats typiquement béninois pour nourrir les écureuils et la délégation des officiels qui les accompagnent. Bon, c'est une fierté et puis ça fait plaisir d'apporter un plus aussi à ce que les joueurs soient compétitifs sur le terrain, pourquoi pas. Sur le feu ce soir, mijotent sagement des crevettes et du crabe dans la sauce de crin-crin, mais aussi d'autres repas à la saveur béninoise. On a trouvé de bons poissons, ce qui nous a permis de faire du dacouin, de la sauce de poisson frais, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a fait du téliban avec la sauce de poisson frais et la sauce de gombo. Pour sa première CAN depuis 2010, le Bénin a réussi à rapporter à Ismaïlia un petit coin de Cotonou, dans un pavillon caché à côté de l'hôtel des joueurs. Dans cette cuisine étroite est orchestrée la symphonie des saveurs, un plus apporté à l'équipe qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale. À coup sûr qu'elle en aura encore besoin pour continuer son aventure. Ah oui, ils ont mangé béninois, ils ont montré béninois aussi, ils ont démontré béninois aussi à cette CAN-là. Ils sont déjà au pays, les écureuils du Bénin. En place sur le plateau, on retrouve le médecin sportif, bien évidemment. Il s'agit du docteur Sylvestre Parfait-Ivoji. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites déjà pour l'équipe nationale, surtout les écureuils du Bénin. Depuis plus de 20 ans, vous avez dit. Oui, depuis plus de 20 ans déjà que vous 90. Êtes depuis 90 que vous êtes avec eux. Alors, on vient en plateau pour parler aujourd'hui de l'alimentation du footballeur. Entre alimentation et dopage, la question reste là.
Bonsoir Yasmine Damata. Bonsoir M. Mugaba, amis téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, on veut comprendre entre l'alimentation, le dopage, est-ce qu'il y a un pont? Est-ce que l'un va avec l'autre? Et pour mieux comprendre, pourquoi ne pas prendre un médecin de sport, celui qui a suivi nos écureuils pendant 20 ans? Oui. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors dites-nous, que doit manger le footballeur pour avoir la pleine forme pour un match de football? D'accord, merci beaucoup. L'alimentation du footballeur professionnel, c'est un élément capital dont le but est de lui fournir de l'énergie, pour lui permettre de courir, de sauter, de tomber, d'être performant sur le terrain. Et il doit manger équilibré. Et l'alimentation va se reposer sur des fondamentaux. Il faut comprendre. Fondamentaux, c'est-à-dire que doit manger le footballeur. Son alimentation est à base des glucides. Glucides. Glucides, 65%. Wow. Voilà, glucides, c'est tout ce qui est sucré. Dans le footballeur qui mange du gari, c'est bon pour lui. Non, on va vous expliquer. On va donner les sources. C'est de l'amidon. Oui, l'amidon. C'est-à-dire les glucides, il y a le riz, la pâte, et les légumineuses, pommes de terre. Oui. Les mais fruits, pas le gari. Les fruits, le gari fait partie. Le gari fait partie. Comme Dacoin. Voilà, on fait du Dacoin. Le eba. Les Nigériens mangent le eba. Ils mangent, voilà, c'est les glucides, oui. C'est la source importante. Ah, voilà. Après, on a les lipides, un peu de graisse. Okay. Et puis, les protéines, beaucoup d'eau, les vitamines et les sels minéraux. Oui. Tout ça, on peut retrouver dans un régime équilibré. Mais tout à l'heure, on a suivi la dame qui disait là, il y a du crabe, oui. Il y a du poisson. Dans les compétitions internationales, oui. Les joueurs préfèrent avoir tout le goût du pays. Ah. On a appris ça chez les Nigériens. Quand ils se déplacent, ils ont toujours un cuisinier du pays. Ils ne mangent jamais les produits de l'hôtel. Ah. Donc nous, si on a copié, quelqu'un est bas, tel bord, c'est comme ça. Pour que les joueurs gardent le goût de la maison, qu'on ne change pas leur alimentation. Mais on croit que ces crustacés qu'ils ont mangés va oui, ça apporte les sels minéraux. On n'a pas dans tous les détails. Les sels minéraux, c'est le sel de cuisine, oui. Le potassium, ça on trouve dans les fruits, les bananes. C'est ça qui excite les nerfs, les muscles. Et puis il y a le magnésium et le calcium pour les muscles également. Je crois le fer dans le crin-crin. Le fer. Oui, dans le crin-crin. Oui, il y en a. Le fer. Le fer, bon, il y en a sur le marché. Surtout pour les femmes, footballeurs féminins. Mais alors, hein, quels sont les avantages d'une bonne alimentation pour booster la performance du footballeur? Voilà. Quand le régime est équilibré, il se retrouve dans les 5 fondamentaux, glucides, lipides, protéines, eau et puis vitamines et sels minéraux. Le joueur, il est obligé d'être performant. Parce qu'il a ce qu'il faut pour courir, faire l'activité physique et aller au haut niveau. Et cet aliment est distribué selon un ordre. Avant le match, il y a ce qu'il doit manger. Après le match et même pendant le match. Pendant le match, il peut manger. Et puis, voilà. Donc, avant le match, il faut manger des choses, des aliments faciles à digérer. Avant le match. Avant le match. Facile à digérer. Et c'est 4 heures avant. Manger 4 heures avant 3 le match. 4 heures avant le match. Si on doit jouer à 16 heures, à midi, tout le monde est à table. Ok. Oui, ça, c'est fondamental. Et après le match, je crois que c'est 2 heures. Et maintenant, il faut donner ce qu'on doit vite digérer. Il ne faut pas donner du lourd. Après le match. Avant le match. Pendant, il faut donner ce qu'on doit vite digérer. Comme le riz, les pâtes, pommes de terre, les fruits, les jus et puis de l'eau. Mais les fruits, c'est consistant pour un joueur? Jamais. Les fruits, la banane, l'orange, ce n'est pas consistant. Il y a des fruits spécifiques pour le footballeur. Pour le footballeur. Donc, il faut donner ce qu'il faut vite digérer. Digérer. Avant le match. Et 4 heures de temps. 3 à 4 heures avant le match. Avant le match. Sinon, à cause de la contraction du ventre, le manger peut remonter et étouffer le joueur. On a vu des gens vomir tout le riz pendant l'échauffement. Parce qu'ils ont mangé 1 heure avant. Voilà, donc on les a sortis du lot. Ils n'ont plus joué. Ils n'ont plus joué. Voilà, donc il y a les règles. Mais non, pendant le match, ils mangent match. À quel moment? Non, pendant le match, ils ont déjà mangé, ils sont sur le terrain. Minutes, oui. Ils sont sur le terrain. Ils ont besoin seulement de l'eau et des boissons sucrées. Pour toujours donner du sucre. C'est le sucre qui bouge, qui est le carburant ici.
On appelle Pour glucose. le donner de l'énergie. Voilà, c'est ce qui se transforme en énergie. Ah oui, là, ils sont en train de manger, j'ai vu tout à l'heure, du bécuit. Voilà, Avec, ça c'est les légumes. Les légumes avec du... Voilà, un repas équilibré doit composer tout ça là. Et tous ces fondements se retrouvent dans le même repas. Vous prenez les produits de boulangerie, vous retrouvez. Nos produits locaux, on retrouve les sauces d'ici, on retrouve tous les éléments ensemble. Mais puisque l'alimentation influe sur la performance du joueur, Voilà. est-ce que c'est aussi pas une manière de booster ou de doper nos joueurs? Doper est trop fort. Quand on entend doper, c'est fait mal. Ça fait mal, voilà. Voilà, non, c'est pour booster. Voilà, c'est pour booster. C'est pour booster. Donc l'alimentation ne peut pas amener au dopage. Il n'y a pas de danger. Où on va faire le test et trouver Bon, à part les boissons. positif. Donc c'est au niveau des boissons. Oui, c'est interdit. La bière, par exemple. Avant le match? Non, après le match. Même avant. Ça fatigue. Après le match, ça vous fait pisser. Vous avez déjà perdu assez d'eau dans le match. Vous prenez la bière à la fin, vous vous déshydratez. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas professionnels, mais Voilà. ceux qui vont jouer en C'est week-end pas des et professionnels. qui se retrouvent directement dans les buvettes. Ça, c'est mauvais pour eux. C'est pas de la performance. Pas du tout. Voilà, Comment c'est se interdit. fait? Oui, allez-y. C'est interdit donc l'alcool et même les boissons gazeuses. Elles sont pétillantes là. Ça rend le ventre plein. On sent de gaz. On sent le gaz. Voilà. Donc c'est pas bon avant le match. Les boissons gazées puis la bière. Non, après le match. Après le match. On parle déjà après le match. On dit avant le match, 3 heures avant. 3 heures avant. Régime équilibré. Pendant le match, c'est les boissons sucrées. Oui, après le match. Après Mais le pas match- les boissons gazeuses. Non. Après le match, c'est l'eau. Et puis ils sont à table 2 heures après pour recharger tout ce qu'ils ont perdu Tout ce qu'ils ont perdu. dans le match. Alors, comment se fait le contrôle du dopage alors? Voilà. Le dopage, ça, c'est un autre problème. C'est l'abus de produits et de pratiques pour être plus performant que son adversaire. L'abus de produits et de, pratiques. pratiques. Voilà. Plus de pratiques. Il y a pratique, il y a produit. Oui, mais dans quelle pratique? Pratique, par exemple. L'entraînement qu'il fait, c'est Non, ça? non, pratique. Quelqu'un peut se faire transfuser avant d'aller jouer. Il prend son sang la veille, il congèle et on le réinjecte ça. Il a des globules rouges frais pour capter vite l'oxygène. C'est le dopage sanguin, c'est une pratique. D'autres se font injecter C'est des... puni? Ah oui, on va détecter. Le contrôle, on va venir au contrôle. C'est puni. Ah oui. Il y a des produits qu'on prend, par exemple les morphines, les drogues, et certains produits anabolisants, même les produits diurétiques. Alors, et les joueurs qui prennent de la boisson alcoolisée avant d'aller jouer? Non, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas football professionnel. C'est interdit. L'alcool fait partie du dopage. L'alcool fait partie du Oui, dopage? l'alcool fait partie. On peut détecter. Ok. Si on détecte, c'est qu'il est mis au dehors. Il est mis au dehors. On va en parler à la fin. Mais maintenant, ce que je veux comprendre, c'est les 11 joueurs qui vont sur le terrain, qu'on contrôle ou c'est juste... On prend les 23 joueurs. À la CAN, ils sont 23. même, c'est pas les 11 Oui, ils qui sont sur le 23. terrain. Pour le contrôle, il y a 23 cartons. Chacun avec son dossard numéro. Oui, avant le match, on prend 4 dans les 23. Qu'on contrôle? Non, on ne contrôle pas. 4, on tire au hasard. Et 15 minutes avant la fin du match, on va prendre 2 dedans. Dans les 4 tirés. C'est ces 2-là qu'on contrôle. Dès le coup de sifflet, ils sont dirigés directement dans le bloc de contrôle. Toutes les équipes, maintenant, il y a 4 par match. 2 de chaque côté. Voilà. Maintenant, on les fait pisser. On prend l'urine dans 2 récipients. On appelle échantillon A et B. Oui. C'est l'échantillon A qu'on va contrôler. Le B est gardé au frigo. Au frigo. En cas de A positif, De contestation? on va revenir à B. À B. Maintenant, quand on sait que le joueur il s'est dopé, C'est un problème médico-légal. pour tout, C'est le on prend tribunal. l'équipe ou c'est une seule personne? Non, c'est la personne dopée. C'est le joueur. C'est le joueur. On va lui dire qui t'a donné le produit. C'est ton entraîneur, c'est ton manager, et c'est toi-même. Et puis les enquêtes? Les enquêtes commencent. Ben, on a compris à Siom Gaba que l'alimentation ne va pas au dopage. C'est un grand pas, une grande fausse. En tout cas, en matière d'alimentation de footballeurs, j'ai compris aujourd'hui, l'alcool n'est pas autorisé. Avant, pendant et Avant, après. pendant et après. ni après. Donc, Ça nuit à la performance. ça nuit à la performance. Même la bière à 5 degrés. Oui.
Ça vient à la performance. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci beaucoup. Merci Yasmine. Il est l'heure du journal. On va y aller rapidement. Estelle, okay. Le Pazou est très pressé de l'autre côté. Ah oui, il est 19h45, Estelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Dernière ligne droite, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2019 planchent pour les épreuves sportives et orales. Notre équipe est allée faire le constat. Pour avoir un bon rendement, tout producteur doit tenir compte de la météo et du climat, deux éléments indispensables à l'agriculture. Un agrométéorologue nous en parle. Au Bénin, plusieurs familles sont monoparentales et dirigées par des femmes. Une situation qui peut être pénible aussi bien pour la femme que pour les enfants. Immersion dans une famille monoparentale, c'est à suivre dans ce journal. Après la proclamation des résultats du baccalauréat session de juin 2019, place maintenant aux épreuves sportives et orales. Très tôt dans la matinée d'hier, les candidats admissibles ont rallié les centres retenus à cet effet. Edwige Agossou et Oseni Adeleke sont allés faire le constat. Tous en tenue sportive, ces jeunes ne sont pourtant pas de sportifs professionnels, mais plutôt des candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2019. Ici, au centre du Sejolonokoué, où 2700 candidats sont attendus pour subir les épreuves orales, sportives et physiques, l'ambiance est plutôt détendue. À notre arrivée, on avait fait premièrement le grimper à la corde. Deuxièmement, on a fait la course de vitesse. Et troisièmement, on est en train de faire la gymnastique. À l'école, je m'essayais déjà de faire ces exercices, donc ça n'a pas été difficile. D'une manière ou d'une autre, ça s'est bien passé. Les profs étaient, bon, on ne dirait pas trop serrés avec nous, un peu gentils quand même. Je me suis exercée à faire des gymnastiques. Tout ce qu'on m'avait appris durant l'année scolaire et autres. Mais la seule chose que j'arrive pas à faire, c'est le grimper. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le grimper car je suis un peu élancé. Autre lieu, autre centre. Au collège Père-au-Pierre, ce sont notamment les candidats des séries C et D qui planchent dans les différentes disciplines dont les nôtres serviront à valider leurs réussites. Nous avons 2334 candidats. On a fait la grande partie déjà. Il ne reste que deux jurys, donc à peu près un peu moins de 200 personnes encore pour demain. Et c'est surtout aussi du fait des épreuves facultatives qui se déroulent en ce moment. Donc ceux qui ne sont pas venus, mais qui ont eu les épreuves facultatives aujourd'hui, on les attend demain. Il y a le grimper. Pour les filles font un tour en 12 secondes et les garçons font 2 tours en 15 secondes. Mais tout n'est pas rose. Il y a quelques petits cas que nous avons gérés, des gens qui sont subitement pris de fièvre ou de vomissement. L'infirmier est là et qui gère ça. Il vient de gérer un cas et en fait, globalement, tout se passe bien. Les résultats définitifs sont attendus pour ce mercredi. La météo et le climat sont indispensables à l'agriculture. Tout producteur qui ambitionne avoir un bon rendement doit en tenir compte pour choisir ses semences et savoir à quel moment répandre l'engrais. Didier Kappa est agrométéorologue. Il nous en parle au micro de Samson Thiomo. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord?
c'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Aujourd'hui, dans le monde, une famille sur 5 est monoparentale, une situation qui peut être pénible pour les parents comme pour les enfants. Au Bénin, dans certaines familles monoparentales, ce sont les femmes qui sont chefs. Et pour elles, prendre soin de leur progéniture n'est pas chose aisée. Gloria Oni a fait une immersion dans le monde de ces femmes chefs de famille. Voici son reportage. Mariée hier, divorcée aujourd'hui, la famille monoparentale représente les conséquences du divorce, de l'union libre ou encore du décès de l'un des conjoints. Souvent, ce type de famille a à sa tête une femme. J'étais mariée, divorcée et je vis avec les 3 enfants. Très rares sont les femmes qui peuvent désirer le divorce. J'étais mariée avec 2 enfants. Au fil du temps, mon mari m'a abandonnée sans aucun antécédent. Depuis que j'ai perdu mon mari, la souffrance s'est accrue. La scolarité et le repas des enfants constituent un chemin de croix pour moi. Les blessures sont personnelles, les peines sont constantes. Les difficultés issues de ces situations diffèrent selon les réalités de chacun. Certains enfants en sont conscients et éprouvent de la compassion pour leur mère. Depuis le départ de papa, ça a été tragique, mais je ne sais pas, avec le temps, on a fini par supporter avec. Tout ce que m'ont fait, c'est maintenant que je vois que ma mère est une femme battante, quoi. Dame Isabelle est divorcée, mais elle a de la chance. Son ex-époux assure les charges des enfants. Cela ne coupe pas les rues. Concernant la responsabilité, le papa s'en charge. Contrairement à elle, les réalités sont tout autres ici. Dame Tessie s'occupe toute seule de ses 2 enfants. Je m'occupe de toutes les charges. Quand elle tombe malade, c'est encore moi. Quand j'appelle le père, il me met en confiance, mais ne passe jamais voir les enfants. C'est rarement qu'il me soutienne avec 5 000 francs CFA. J'ai voulu l'emmener devant la justice, mais je ne l'ai pas fait, car je suis très fatiguée. Selon les statistiques du ministère de la Famille, on retrouve des femmes chefs de famille dans 80% des cas de monoparentalité. Au Gabon, la production d'huile de palme a augmenté au premier trimestre 2019. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, ce résultat est dû à la récolte des régimes de palme dans les plantations qui s'est établie à plus de 58 000 tonnes. Quant à la trituration des noix, elle a généré une production de plus de 13 000 tonnes d'huile brute, soit une croissance de 56% par rapport à 2018. Direction Cameroun, là-bas, la 23e édition des écrans noirs a démarré à Yaoundé. Une sélection des films camerounais et internationaux sera présentée au grand public constitué des amateurs et des professionnels du cinéma. Par ailleurs, la question des enjeux du cinéma dans le contexte africain sera débattue. Le reportage de nos confrères de la CRTV. La soirée dédiée aux écrans noirs ce samedi a démarré sur un tapis rouge. Sur tout le long du déroulé, c'était du prestige. La salle de cérémonie scintillait pour mettre en lumière l'agenda du cinéma africain pour les 6 prochains jours. Pour une première lancée de ce 23e rendez-vous, c'était plutôt bien parti. Et le stress côté organisation peu à peu tombé. Ah non, ça tombe justement. Ça ne veut pas dire que la pression est finie. Demain matin d'ailleurs, j'aurai d'autres types de pression.
mais c'est parti, n'est-ce pas? Et je crois que c'est bien parti. Il y avait du beau monde dans cette salle colorée. Après avoir vécu en direct l'affiche des films sélectionnés, les cinéphiles organisent la suite. Le programme est alléchant, c'est très alléchant d'ailleurs, et les salles sont un peu à proximité. Donc j'irai bien à l'Institut Goethe pour suivre quelques projections. Les membres du jury ont aussi été présentés, un peu plus nombreux cette année. Comme un baptême, le film Les armes miraculeuses du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo a été projeté. Le cinéaste camerounais a fait un grand pas vers l'avant et qu'on est vraiment dans une dimension internationale. La suite de la série Écran noir, c'est en salle toute cette semaine à Yaoundé. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous, Estelle Pazot, d'avoir présenté le journal, l'édition de ce soir. On vous retrouve certainement la semaine prochaine pour d'autres éditions de 19h45. A tout de suite. Oui, on va retrouver plutôt Fulgien Serre-Boutondier et son invité, C'est beauté au pluriel. Dans l'univers de la mode, il y a les codes vestimentaires qu'on définit par rapport à certains paramètres. Ça peut être, par exemple, votre beauté, votre métier, oui, ou votre rondeur et tout. Aujourd'hui, on parle du code vestimentaire lié, bien évidemment, aux journalistes. Ah oui, comment s'habille-t-il? Je ne sais pas si je me suis habillé comme un journaliste ce soir, mais on verra ça juste derrière cet élément. Question pertinente, parfois agaçante. Se demander quoi mettre un matin est une question courante et habituelle chez un journaliste, présentateur, animateur télé. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Nous sommes dans un milieu d'éclairage et de caméra. Et la caméra filme les impressions lumière. Et la couleur change la lumière. Quand vous mettez une lumière blanche sur une couleur rouge, la lumière qui revient n'est plus la même lumière. Du coup, la couleur change la lumière et donc toute personne qui change la couleur de son habit à la télé en fait influe sur la lumière qui l'éclaire. Le rendez-vous télé n'est certainement pas un défilé de mode, mais le comportement vestimentaire du journaliste peut être un élément important dans la réalisation d'une émission. Si vous faites une émission de divertissement, alors là il faut vraiment être relax. Si vous faites une matinale où on a envie d'être frais, si vous tenez à mettre un costume, ne mettez pas la cravate. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a envie d'être frais, on a envie d'être décontracté. Chez les anglophones, on dit que c'est le dress down. Sauf si le sujet que vous abordez est sérieux. C'est-à-dire que si sur la matinale, vous venez pour faire un flash info. Si vous tenez à être sérieux, vous mettez votre cravate. Certains éléments déterminent le choix vestimentaire des présentateurs. Le jour de présentation des émissions est capital pour certains, pas du tout déterminant pour d'autres. Je ne me fie pas non plus au jour. On m'a souvent dit les vendredis il faut se mettre en tenue traditionnelle et le lundi il faut se mettre en costume. Je fais exactement le contraire. J'aime pas rester dans les codes. Non, j'estime que je peux être libre un vendredi de me mettre en costume et le lundi de me mettre en traditionnel. Il n'y a pas de jour pour célébrer notre culture. Moi, mon habillement tient compte fondamentalement des jours. Fondamentalement des jours. C'est pourquoi vous verrez que c'est seulement les 2 premiers jours de la semaine je fais un effort de mettre une cravate. Évidemment, on ne va pas rester cravaté toute la semaine. À partir du mercredi, j'ai juste une veste sur une chemise. Le jeudi, je suis relax avec ma chemise. Et puis le vendredi, bon, on fait une place, soit à son bazin, soit à son bomba traditionnel, soit à autre tenue réalisée chez nous. Loin d'être une contrainte, certaines émissions sont plus exigeantes que d'autres en termes d'habillement. La tenue du journaliste dépend donc des émissions à présenter et du public cible. Quand il s'agit d'une présentation d'émissions d'autres genres, ça peut être du divertissement. Là, vous avez libre cours. Le tout dépend du public que vous avez devant vous aussi. Si c'est un public de jeunes, vous n'êtes pas obligé de vous mettre... ça dépend de ce que c'est. Si vous voulez parler de hip-hop, vous n'allez pas vous mettre en costard-cravate. Enfin, ça fera un peu ringard quand même pour les jeunes qui viendront vous suivre.
La présentation d'émissions télé impose aux journalistes un dosage équilibré entre élégance, sobriété et modernité. S'y conformer est certainement un atout pour lui, mais aussi pour sa chaîne. Merci beaucoup à vous, Armel Dossou-Kago, pour ce reportage très bien fait d'ailleurs. On revient en plateau avec Gloria Gandonou, conseillère en images. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Là, je vais très bien et très heureux de me retrouver entre deux belles dames ce soir dans le salon de Fulgencia. Bonsoir. Bonsoir Asioma. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, il est question ce soir de parler du code vestimentaire lié au métier de journaliste. Ah oui, c'est un sujet qui nous concerne, vous et moi, puisque nous sommes à l'écran. Donc, je ne sais pas si on est habillé journaliste ce soir. Ah, on va demander à notre experte. Alors, dites-nous déjà, est-ce que Asiom est bien habillé? Alors, il est très bien habillé. Wow. Ah ouais, oui. Très bien habillé. Mais c'est simple quand même. Bon, voilà. Alors, dites-nous, pourquoi selon vous, on exige aujourd'hui que le journaliste soit toujours bien habillé à l'écran? Parce que d'abord, le journaliste, il représente non seulement son entreprise, c'est-à-dire la chaîne nationale, mais aussi se représente lui-même et représente aussi son métier. C'est-à-dire, quand il s'habille, s'il n'est pas habillé de manière extravagante ni de manière légère, alors là, on le respectera beaucoup plus. Mais il y a des personnes qui sont quand même habillées de manière mais vraiment trop extravagante. Et là, on se dit que non, en fait, tous les journalistes sont pareils. Tous les journalistes sont comme ça. Donc, il faut vraiment un code pour que tous les journalistes s'adaptent, en fait, aux vêtements qu'on doit leur promouvoir. Alors, voulez-vous dire que ce que porte le journaliste est interprété par le téléspectateur, c'est ça? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, ok. Et surtout, il faut le dire, Asiom, lorsqu'on est sur une chaîne de télévision comme la télévision nationale, on représente tout un pays parce qu'on vous voit à l'international et tout. Donc, il faut savoir quoi porter, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, le code n'est pas forcément lié au métier, mais à certaines circonstances, certains paramètres évoqués d'ailleurs même dans le reportage. Oui, exactement. Mais il faut aussi ajouter que parce que à cause de la lumière, il faut savoir porter des vêtements, mais vraiment des vêtements qui ne sont pas du tout vifs, qui sont vraiment sombres et voilà. Mais est-ce à dire que le journaliste ne peut pas adopter lui-même son propre style? Il peut adopter lui-même son propre style, mais de manière responsable. Oui. De manière responsable. Qu'est-ce que vous mettez dans responsable? Il ne faudrait pas qu'il porte des tenues vraiment légères, des tenues extravagantes pour les femmes, c'est-à-dire qu'il en fasse vraiment de trop. De trop. Oui. Vous recevez souvent des journalistes, vous, pour que vous conseillez en images? Oui. Alors, qu'est-ce que vous leur dites souvent? Quels sont leurs besoins en réalité? D'abord, seul l'habit ne fait pas le moine. Ok. Parce que, bien vrai, on peut être bien habillé, mais je pense vraiment beaucoup plus qu'il y a aussi la personnalité. Parce que ça dépend aussi des émissions que vous présentez. Vous ne pouvez pas faire certaines émissions sans être vraiment coincé. C'est-à-dire il faut être à l'aise dans ce que vous dites. Voilà, il faut être relax. Il faut vraiment être relax. Donc il faut choisir déjà son style vestimentaire en fonction de l'émission déjà qu'on anime. Exactement. Et il faut faire ressortir beaucoup plus sa personnalité aussi. Oui, sa personnalité, l'émission qu'on anime. On parle également de la télévision nationale. Vous représentez tout un pays. Oh, tous ces paramètres. Comment est-ce qu'on peut arriver à les faire ressortir dans son habillement quand on est journaliste? Quand on est journaliste, vous pouvez porter... D'abord, on est au Bénin. Du coup, le traditionnel est toujours là. Il faut promouvoir la culture béninoise. Donc, vous pouvez porter des habits traditionnels, mais vraiment adéquats à ce que vous voulez porter. Vous pouvez pas porter des habits traditionnels, mais ayant des motifs aussi trop petits. Parce que à travers l'image, c'est vraiment assez flou et ça fait pas du tout beau à voir. Désolé. Oui. Donc, la culture béninoise doit être de mise dans l'habillement du journaliste. C'est ça. Ok. Donc, il faut voir des stylistes déjà béninois qui peuvent nous faire des habits pour qu'on soit bien sur le plateau, pourquoi pas. Il faut s'habiller aussi Made in Bénin. Made in Bénin. Ah oui. Il faut valoriser le pays. C'est très important en tout cas, et moi, je sais que... Vous êtes souvent en traditionnel. Il faut être relax. Moi, j'aime beaucoup plus être relax. Est-ce que c'est journaliste? Oui. Conseiller en image? Oui.
Alors, lorsqu'on parle de journalisme, il n'y a pas que la télévision assume, il y a aussi la radio et ceux de la presse écrite. Est-ce que dans ce domaine-là, est-ce qu'on ne peut pas un peu être décontracté, relax, beaucoup plus? Dans ce domaine, on peut être relax. Mais du moment où on est bien habillé, ça va. Ça va aussi. Oui. Alors, il est question aussi... oui. Excusez-moi. Oui, allez-y. Avant tout, il faut quand même être habillé, mais de façon bien, parce qu'après ça, il y aura des interviews faites avec des gens, il y aura des personnes devant nous. Du coup, ces personnes seront là. S'ils nous voient, par exemple, mal habillés, là, ils vont se dire non, on n'est pas du tout professionnel. Alors, est-ce à dire que sur le terrain et en même temps en studio, le journaliste doit être toujours bien habillé, il doit refléter une très bonne image? Pas seulement sur le terrain, pas seulement au studio, mais à l'extérieur aussi, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et tout. Je vous donne, par exemple, un exemple. Oui. Dernièrement, j'étais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une photo qui m'a vraiment choquée. J'avais vu une journaliste habillée en tenue légère, mais reflétant tout son sous-vêtement. Alors là, j'étais choquée, je me suis dit non, mais c'est comme ça qu'ils sont. Donc je me dis que si je pensais déjà cela, alors je pense que les téléspectateurs aussi penseront la même chose. La même chose. Donc il ne faut pas seulement s'habiller comme on le veut, mais s'habiller de façon responsable pour qu'on respecte aussi tous les autres journalistes aussi. Ok. Donc c'est l'image aussi de la corporation. Oui, c'est très très important. Et il faut dire, être relax, c'est différent d'être mal habillé. Oui, voilà, exactement. Être relax, différent d'être mal habillé. Parce qu'on a dit qu'il faut être relax, il faut agencer les couleurs, il faut sortir comme ça, quoi. Bien sûr. Et alors, dans le reportage, on a parlé aussi des couleurs. Des couleurs. Quel type de couleurs faut-il choisir? Il faut prendre des couleurs qui ne sont pas tape à l'œil, c'est-à-dire éviter tout ce qui est rouge, blanc, parce que ça peut, à cause de la lumière, ça peut donner un autre reflet, une autre image à la télévision. Donc il faut porter des couleurs, par exemple votre couleur, c'est parfait. Ah oui. Oui. J'ai la chance aujourd'hui. Hein. Que de compliments pour vous. Ah oui. Ah oui. Alors dites-nous, pour les dames, qu'est-ce qu'elles peuvent bien porter? En général? Oui. Elles peuvent porter des tenues locales, c'est-à-dire des robes, même des bombas. Sur le plateau, hein? Sur le plateau, mais ce qui sera bien, elles seront bien habillées. Parce que après tout, comme on l'a dit, on colonise en fait notre pays. Il faut promouvoir notre culture. Notre culture. Avant tout, oui. Ah ben, c'est vrai, imaginez peut-être un journaliste qui va faire des enquêtes, un journaliste qui va sur le terrain, peut-être il est envoyé dans une zone vraiment très très éloignée, où il doit aller, il ne faut pas parler vraiment de l'habillement. Hein. Ah pour lui, c'est surtout sa protection d'abord sur le terrain, les trucs qu'il doit porter. Qui peuvent vraiment traverser la brousse, par exemple, et tout le reste. Je vous imagine en Afghanistan. Non, mais tout près ici, peut-être... Je ne vois pas en costard. Peut-être dans une zone, genre à Calavi profond, vous êtes obligé de vous mettre peut-être... On ne peut pas vous envoyer à Gambier, vous allez vous mettre en pêche, chaussures, cuir, vraiment, veste, et tout le reste. Cravate et tout. Il faut être relax aussi. Donc, ça dépend aussi... du rôle que vous voulez aller jouer. Exactement. Si c'est à l'antenne, voilà, il faut... Ça dépend aussi surtout de l'endroit. Par exemple, on ne peut pas être invité à un gala de charité et s'habiller en jean et en habit. Impossible. Okay. Il faut porter soit des costards pour les hommes ou soit une robe de soirée pour les dames. Pour les dames. Oui. Donc, le journaliste, c'est carrément un ambassadeur, en quelque sorte, pour sa télé, pour son pays, et pour la corporation aussi. Oui, et du coup, il faut vraiment de la décence en matière d'habillement. Il faut s'habiller de façon responsable parce que les jeunes sont à la maison, ils vous suivent, ils disent j'ai vu Asium, c'est mon idole et tout, donc je dois porter ce que Asium a porté. Ah oui. Il faut porter ça. Hein. Allez, merci beaucoup à vous, Fulgencia. Merci Asium. Merci Gloria. Merci d'être venue sur ce plateau. C'était un plaisir d'avoir vraiment visiter, explorer cet univers des journalistes, surtout parlant bien sûr de leur code vestimentaire. Merci à vous, à très bientôt. Chères dames, chers téléspectateurs, nous allons vous inviter à suivre la météo avant de partir.
Ah oui, hein, c'était à Thiémé qui était même aujourd'hui à travers la carte postale qui a suivi donc la météo. Ah oui, c'est le village de Jennifer Sativi, chef d'édition de ce grand rendez-vous. Allez, je vous salue toute l'équipe de l'autre côté de la régie, pilotée bien évidemment par Ulrich. Merci à vous, chacun de vous, de nous avoir suivis. C'était un plaisir, un grand plaisir d'ailleurs même, d'avoir partagé ces 90 minutes d'infotainment grand rendez-vous avec vous. Demain, on renouvelle encore le grand rendez-vous à partir de 19h00. Portez-vous bien et très bonne soirée, toujours sur BB24.